Merci, monsieur le rapporteur. La parole est à monsieur Pascal Terrasse, rapporteur pour avis de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Madame la présidente, madame la ministre, mesdames les présidentes de la Commission des affaires sociales et de la Commission en charge de l'égalité des droits des femmes, de la délégation précisément, mon cher collègue, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs, le projet de loi de réforme des retraites que nous examinons aujourd'hui répond à un triple objectif, comme j'ai eu l'occasion de le rappeler lors de l'examen en commission. Il vise, d'une part, évidemment, à donner des perspectives de moyen et de long terme à notre système. Il en avait évidemment besoin, avec des efforts qui sont justement répartis entre l'ensemble des acteurs, et j'aurai l'occasion d'en dire un mot. Deuxièmement, il renforce par ailleurs l'équité en prenant mieux en compte les difficultés de nos concitoyens, les plus à même de ne pas pouvoir répondre aux problèmes qu'ils rencontrent aujourd'hui. Je pense notamment aux personnes qui ont des emplois pénibles, j'y reviendrai tout à l'heure. Et enfin, comme l'a rappelé tout à l'heure notre rapporteur, Michel Issindou, moi je ne reviendrai pas sur l'ensemble du texte tel qu'il a été examiné en commission des affaires sociales, je m'en tiendrai évidemment qu'aux éléments les plus financiers, puisque j'ai en charge ce dossier. En préambule, je souhaite revenir sur la situation actuelle, celle de 2012. Le déficit de l'ensemble des régimes obligatoires de retraite atteint quelques 7 milliards d'euros. Ce n'est quand même pas rien, dont 5,2 milliards d'euros pour le seul régime général. Et je n'évoque pas ici le régime, si tant est qu'il existe, de la fonction publique. Si la situation s'est certainement légèrement améliorée depuis 2010, en gros de l'ordre de 3 milliards, et j'en prends acte, je tiens quand même à rappeler ici que c'est qu'un effet d'optique, car en réalité, au même moment où le régime général avait un déficit structurel moins important, par ailleurs, on voyait que du côté du Fonds social vieillesse, s'inversait et les 3 milliards de déficit qui étaient en 2009 sont passés à 4 milliards cette année. Donc on voit bien qu'il y a eu une espèce de balance entre le régime général et le FSV. La réforme de 2010, donc, comme nous l'avions dit ici même à l'époque pour ceux qui étaient présents dans l'opposition, votre réforme n'était évidemment pas financée. Nous le disions, nous l'avons rappelé ici, et à l'époque, main sur le cœur, à la fois M. Fillon, M. Woerth nous expliquait que vos réformes étaient totalement financées et qu'au fond, jusqu'en 2020, nous n'aurions pas de difficultés. Des crises, il y en a, M. Jacquard, tous les ans avec vous. Ce que je constate, au fond, c'est que vous pensez que réformer nos retraites, ça doit se faire dans le sang. Qu'une bonne réforme est évidemment indexée sur le nombre de personnes que l'on met dans la rue. Eh bien, je vous le dis, mesdames, messieurs de l'opposition, ce n'est pas le choix qu'a fait le gouvernement. Le gouvernement a fait le choix d'abord du dialogue, du diagnostic avec le Conseil d'orientation des retraites. Il a permis à Madame Moreau de faire un travail remarquable. Et ensuite, le gouvernement s'est engagé dans un dialogue constructif, serein avec les partenaires sociaux. Il ne s'agit pas de négociation, il s'agit de consultations qui ont été menées avec les partenaires sociaux. Chacun a pu exprimer évidemment leurs attentes et donc nous sommes aujourd'hui ici pour examiner un texte de loi qui s'est construit dans la durée. Depuis maintenant 8 mois, il y a ce travail de fond qui a été mené par vous, Madame la Ministre, et nous tenons évidemment à vous en remercier. La réforme de 2010, pour dire un mot quand même, au fond, nous l'avions dit, en dehors du pillage du fonds de retraite, c'est-à-dire les 2 milliards d'euros que vous avez pris dans le fonds de retraite, il n'y avait pas un centime, zéro, il n'y avait rien. C'est une réforme sans argent. Et au fond, Michel Issindou, tout à l'heure, je crois, où la ministre a eu raison de dire que vous avez financé votre réforme à crédit. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait des déficits et aujourd'hui, bien, nous sommes là pour payer vos déficits. Très simplement, nous payons les déficits de la droite. Et ça nous coûte quand même très cher. Et Michel Issindou a dit à juste titre tout à l'heure qu'on ne peut pas imaginer de réformer notre système de protection sociale en faisant des trous dans le budget de la sécurité sociale. Nous sommes en train, petit à petit, de corriger vos efforts. Merci. Et donc, j'en reviens à mon texte. Ce travail qui a été mené par le Conseil d'orientation des retraites a permis, en effet, de trouver le moyen
et 3, à la fois de financer la réforme et à la fois de répondre à des exigences sociales. Je tiens d'ailleurs, de ce point de vue-là, à dire que, certes, nous examinons la réforme des retraites, mais beaucoup de dispositifs vont être pris à l'occasion du projet de loi de financement de la sécurité sociale et du projet de loi de finances, comme dans le passé d'ailleurs. Lorsque vous aviez, vous, proposé en 2003 et 2010 une réforme des retraites, beaucoup de dispositifs financiers étaient ensuite repris dans les projets de loi de financement de la sécurité sociale ou dans le projet de loi de finances. D'ailleurs, je tiens à dire que je me réjouis en particulier que dans le cadre du projet de loi de finances, on va revenir sur le gel du barème de l'impôt sur le revenu. Ce sera un plus pour les retraités, alors même que vous aviez pris à l'époque des dispositions de dégel de ce dispositif qui ont fait qu'au fond, les retraités ont vu leurs impôts augmenter massivement. Le fait que le Premier ministre ait annoncé récemment la mise en place de l'ouverture d'une décote sur l'impôt sur le revenu fera que l'année prochaine, il y aura moins de personnes âgées retraitées qui paieront l'impôt sur le revenu. Donc vous voyez qu'au fond, il y a d'un côté la réforme des retraites et puis il y a des dispositions qui seront prises dans le cadre du PLFSS et du PLF qui viendront compléter et mieux articuler cette réforme des retraites. Évidemment, il y a des efforts qui seront demandés aux uns et aux autres, il ne faut pas le nier. Les efforts, ils sont connus, ils sont égaux entre les employeurs, entre les actifs et entre les retraités, puisque 0,15% sera sollicité auprès des salariés, puis 0,05 points supplémentaires pour atteindre 0,3 points en 2017. Et donc, nous arrivons là, comme cela a été rappelé tout à l'heure par Madame la Ministre, au fond, à un dispositif qui nous permet d'une part d'assurer correctement le financement au moins jusqu'en 2020, et ensuite le financement complémentaire viendra, lui, évidemment, de l'allongement de la durée de cotisation. Et cela a été rappelé. Ce qui est important, au fond, de regarder, c'est est-ce que les personnes qui partiront en 2035 avec 43 annuités de cotisation passeront plus ou moins de temps à la retraite qu'aujourd'hui. La réalité, elle est assez simple. C'est qu'en 2035, quand les jeunes partiront, les jeunes d'aujourd'hui partiront à la retraite, eh bien, leur période d'inactivité, c'est-à-dire leur période à la retraite, sera plus importante que ce qu'elle est aujourd'hui pour leurs parents ou pour leurs grands-parents. C'est ça la réalité. C'est aussi un moyen de rappeler que l'espérance en bonne santé augmente et c'est tant mieux et c'est une très bonne chose. C'est un élément qu'il faut évidemment prendre en considération. Par ailleurs, les retraités eux-mêmes participeront à l'effort qui est demandé, ça paraît normal. On ne peut pas simplement demander aux jeunes de participer à l'équilibre des retraites. Les retraités doivent aussi participer, sinon, à un moment donné, on se trouve face à un décalage générationnel. Et des jeunes, si on leur demande trop, à un moment, ils peuvent se dire, au fond, c'est plus mon problème, je me tourne vers les fonds de pension et je laisse la solidarité intergénérationnelle. Donc, au fond, ce qui est important, c'est que chacun participe et les retraités participeront. D'ailleurs, le gouvernement n'a pas souhaité augmenter la contribution sociale généralisée, ni d'ailleurs la CRDS. Nous en prenons acte et c'est plutôt une bonne chose. C'est une petite contribution qui sera demandée aux retraités comme aux actifs. Et par ailleurs, je tiens à le dire aussi ici, le décalage, par exemple, de revalorisation ne touchera pas les petites pensions. C'était un engagement du gouvernement qui a été tenu et nous voulons ici l'en remercier. Et par ailleurs, il y a un décalage de l'augmentation des pensions de retraite qui est reporté au mois d'avril, mais c'est de bon ton que de le reporter au mois d'avril, tout simplement, au mois d'octobre, pardon, octobre, on est d'accord, tout simplement parce que c'est à ce moment-là qu'on connaît l'inflation. Et qu'est-ce qui se passait précédemment? Eh bien, quelquefois, vous n'aviez pratiquement aucune augmentation, et puis d'un coup, il y avait une grosse augmentation parce qu'il fallait tenir compte d'une année N+1, N+2. Donc, c'était totalement confus. Là, maintenant, il y aura un cap. Les retraités verront l'augmentation de leur retraite au moment où l'on connaîtra l'inflation, c'est-à-dire au mois d'octobre. C'est totalement cohérent, c'est mieux pour les retraités et comme ça, ils n'auront pas à attendre l'année N+2 pour savoir quelle sera en réalité leur augmentation et c'est plutôt une bonne chose. Madame la Ministre, moi je voudrais au fond profiter de ce texte de loi pour vous dire qu'il y a quelques modalités à améliorer dans le texte. Au fond, nous sommes là, non pas pour valider tout ce que le gouvernement nous propose, nous sommes là pour l'aider et pour qu'il améliore. Et donc, le problème, c'est qu'à droite, vous proposez pas grand-chose, nous travaillons.
sérieusement. Nous travaillons avec les parlementaires du Parti socialiste et de la majorité et nous avons essayé de vous dire 2-3 choses qui ont été entendues. D'abord, sur les années de rachat. Madame la ministre, point de vue là, je pense qu'il ne serait pas inintéressant que l'on puisse racheter les trimestres, que les jeunes puissent racheter les trimestres au-delà de 5 ans. 5 ans, c'est un peu court, il me semble, et par ailleurs, on peut imaginer que ce rachat ne se fasse pas en capital, mais petit à petit. On peut imaginer un système de capitation, comme l'on dit, de manière à ce que les sommes soient modestes et que chacun puisse évidemment pouvoir racheter ses années d'études. Deuxièmement, c'est les stages. J'y tiens personnellement. Depuis le départ, je monte au créneau sur ce sujet. J'ai eu l'occasion de vous en parler personnellement à plusieurs reprises. Vous avez entendu, au fond, les parlementaires socialistes de ce point de vue-là. Et donc, nous attendons que vous nous présentiez un amendement que nous n'avons pas pu présenter en raison de l'article 40, de manière à faire en sorte que ces années de stage puissent être validées. Et vous avez raison de dire qu'il doit y avoir une petite participation. Il doit y avoir une petite participation des stagiaires. Ça me paraît évidemment utile et important. Rien ne peut être gratuit. Dernier point, c'est sur le cumul emploi-retraite. Je ne suis pas certain d'avoir la majorité, même dans mon groupe. Mais quand même, au fond, disons-nous la vérité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous travaillez, vous êtes cadre dans une entreprise. Du jour au lendemain, vous demandez votre départ à la retraite. Très bien, vous avez droit à votre départ à la retraite. Le surlendemain, vous revenez voir votre employeur, vous êtes réembauché. Vous touchez et votre retraite, d'accord, et votre salaire. Je trouve que là, il y a quand même un véritable problème. Non pas que je sois opposé à cette idée-là, mais je vois mon collègue Jean-Marc Germain qui hoche de la tête en m'approuvant. Oui, je pense qu'il faut au moins limiter le montant. Il faut que ce soit plafonné. On ne peut pas imaginer que des gens qui aujourd'hui ont de bons salaires. Oui, Madame la Présidente, je vais conclure. Oui, je pense qu'il faut que des personnes puissent cumuler un emploi et une retraite, bien que ça ne satisfait pas totalement les jeunes qui, eux, veulent rentrer dans l'activité et qu'il n'y a pas de corrélation entre les deux. Mais quand même, l'idée d'un plafonnement ne me paraît pas inintéressant. En tout cas, Madame la Ministre et Madame la Présidente, pour conclure, je pense que votre projet est un projet qui est juste, qui est équilibré sur le plan financier et qu'il fera date parce que prendre en compte la pénibilité, c'était une promesse du président de la République. Cette promesse est en passe d'être réalisée. Et Madame la Ministre, je suis heureux de vous accompagner dans le cadre de ce projet de loi. Et comme moi, l'ensemble des membres de la Commission des finances ont approuvé ce texte de loi. Je vous remercie.